c'est un mariage? Avec Nancy, C'est oui. votre façon de me séduire ou... On commence comme ça. Non, mais c'est pas mal, vous faites les choses en grand. Il faut dire, David, que vous êtes un habitué des lieux. C'est quand même très rare pour un écrivain de venir 2 fois sur cette scène de l'opéra en moins de 15 mois. La première fois, c'était l'année dernière, en ouverture du livre sur la place, et Stéphane Bern, qui était encore à France Inter, avec son Fou du roi, vous avez sacré auteur phare de la rentrée littéraire pour ce roman qui allait au cours des mois connaître un succès incroyable, être traduit en plus de 20 langues, La délicatesse, bien sûr. Alors moi j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir, David, à Nancy, à la fin d'une année 2011, je vous en souhaite beaucoup d'autres, aussi belles, plus fortes, mais une année 2011 en tout cas, qui est évidemment une année Fuenquinos. Vous avez vendu à ce jour, près de 900 000 exemplaires de La délicatesse. Oui, ça mérite des applaudissements. Merci, hein. Vous êtes... Mais après ce soir, ça fera 901 000. Oui, au moins. Vous êtes toujours un an après, enfin plus d'1 an après la sortie du livre, dans le top, dans les 3 meilleures ventes des libraires, en particulier avec le Poche qui est sorti en janvier dernier. Et ça va d'autant plus continuer que vous avez adapté pour le cinéma avec votre frère et porté à l'écran La délicatesse, avec dans les rôles principaux Audrey Tautou, François Damiens. Le film, la sortie nationale de La délicatesse, est le 21 décembre. Et nous avons le privilège ce soir à Nancy d'avoir à l'UGC Ludre à 20h une avant-première de La délicatesse. Alors j'y reviendrai à la fin de cette rencontre. Si quelques personnes ont envie, après avoir écouté David, d'aller à Ludre, je peux vous offrir en lien avec France Bleu quelques places. Mais David... Moyennant finance. Ah ouais. On en parle à la fin de la rencontre, bien évidemment. Finance pour vous, bien sûr. Bah, j'espère bien. Bon. Oui. David, en attendant, revenons à ce qui nous réunit ici ce soir et qui est évidemment le livre. Vous êtes considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs écrivains de la nouvelle génération et vous avez une place tout à fait à part dans le paysage littéraire. Votre univers, j'ai envie de dire ouf, contrairement à beaucoup, n'est pas fait de noirceur, de cynisme. Il est au contraire empreint de fantaisie, de légèreté, de tendresse, d'élégance aussi. Bref, vous avez réussi à faire mentir André Gide lorsqu'il disait qu'on ne faisait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. C'est pas mal quand même, hein ? Vous prouvez le contraire, et vous le prouvez d'autant plus avec votre dernier et très joli livre, paru aux éditions Gallimard à cette rentrée de septembre, Les Souvenirs. Très beau livre où de page en page, même, nous allons en parler évidemment au cours de cette rencontre, même en abordant un sujet grave qui est la vieillesse, les maisons de retraite, vous savez réhabiliter la gentillesse, non, ce n'est pas un gros mot, et une bienveillance très réconfortante. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression en fait que le maître mot de tous vos romans, et peut-être même, mais là je ne veux pas m'avancer plus, on verra un peu plus tard, celui de votre vie, c'est cette envie, ce besoin, cette recherche de délicatesse. Est-ce que, en fait, le titre de votre best-seller ne peut pas plus largement résumer l'atmosphère, le paysage de tous vos romans? Je me trompe? Non, non, pas du tout. C'est assez juste. Et puis je me suis rendu compte, voilà, après avoir écrit La délicatesse, que c'est un mot qui revenait souvent dans mes autres livres. Donc ça doit être assez juste. On le trouve dans tous vos livres. Oui, mais alors ça, je m'en suis rendu compte après. Bon, d'abord, je me permets de vous dire bonsoir et je vous remercie pour votre invitation. C'est très... j'ai l'air très détendu comme ça et je vais faire de l'humour, mais c'est très impressionnant. Et
ça me rappelle une petite anecdote d'abord. En fait, il y a quelques années, j'avais fait une conférence, une rencontre comme ça, littéraire, à la FNAC de la Place d'Italie. Et c'était à côté de chez moi. Et quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Ça doit être rare maintenant, quand même. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui s'est assise, peut-être prise par pitié ou je ne sais quoi. Et du coup, on était gênés avec l'animateur parce que bon, on voulait annuler le débat et s'en aller discrètement, mais comme il y avait une personne, on a été obligé un peu de le faire. C'est une vraie anecdote. Hein. Donc ça a été un peu une sorte de mascarade. Elle a acheté votre livre, moi. Alors justement, oui, mais donc ça a été un peu une sorte de mascarade de rencontre littéraire. Bon, on a essayé de faire face quoi à la situation. Et puis à la fin du débat, qui a duré à peu près 10 minutes, la femme est venue me voir et elle m'a dit, pardon, elle m'a dit, en fait j'ai oublié mes clés et j'attends que mon mari rentre à la maison. donc depuis je tourne. Et donc elle était là parce qu'elle avait rien d'autre à faire. Et je vous promets que c'est une véritable anecdote. Il n'y avait qu'une seule personne. Alors là, j'aimerais bien lui... il y a beaucoup de personnes qui oublient leurs clés. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas comment, qui est cette femme, mais ça me ferait plaisir de lui dédier cette soirée, quoi. C'est vrai. Et alors, justement, quand on a vendu, comme vous aujourd'hui, près de 900 000 exemplaires de la délicatesse, ça veut dire que dans le métro, à la plage, partout, on croise des lecteurs en train de lire le livre. Alors, quel effet cela fait-il? Est-ce qu'ils vous reconnaissent? Est-ce que vous parlez avec eux? Est-ce que vous avez analysé, c'est une question qu'on doit vous poser régulièrement, mais tant pis, est-ce que vous avez analysé le pourquoi du succès de la délicatesse? C'est votre 8e livre. Pourquoi celui-là? Justement, si j'avais pu l'analyser et comprendre, je l'aurais fait avant. Oui, mais vous pouvez l'avoir compris maintenant. Oui, non, c'est très... Oui, j'ai un peu compris, mais tout d'abord, qu'est-ce que ça fait? C'est extrêmement émouvant. Je peux vous dire que quand vous êtes sur la plage l'été et que vous voyez plein de gens lire votre livre, d'abord, vous avez l'impression d'avoir attrapé un coup de soleil, et puis vous vous rendez compte que c'est très très étonnant. Dans le métro, ça m'est arrivé une ou deux fois au tout début de dire c'est moi l'auteur, ce qui est complètement ridicule, j'admets. Mais voilà, c'est très ça fait 10 ans que j'écris. Subitement, quand on a un livre qui a un tel bouche à oreille, et puis je me rends compte que plein de gens l'ont lu. Ce qui me touche beaucoup, c'est que des jeunes aussi le lisent. Il est étudié en seconde par pas mal de classes ou en première. C'est assez émouvant. Alors pourquoi ce livre-là? Très honnêtement, je pense que j'ai conservé l'humour et la fantaisie de mes livres précédents, mais en l'alliant à quelque chose de plus grave, puisque c'est un livre sur la reconstruction amoureuse et le deuil. Et donc peut-être que c'est ce mélange-là qui a touché. Quand le livre est sorti, c'est vrai que subitement, c'est un livre qui s'est retrouvé sur le Goncourt, le Renaudot, le Féminal, Médicis, l'Interallié. Bon, je suis reparti bredouille, mais bon, c'était... Voilà, d'un coup, j'avais un accueil assez fort, différent. Après, le succès populaire, il était impossible à prévoir. C'est quand même un livre, même s'il est très simple, c'est une histoire simple entre une femme et un Suédois. Et c'est quand même un livre avec des recettes de risotto aux asperges, des résultats de matchs de football. Enfin, c'est un livre avec plein d'informations, avec des extraits de livres de Suran. D'ailleurs, c'est amusant de savoir ce que vous en avez fait au cinéma. Oui, mais peut-être que les gens ont acheté le livre pour les recettes ou les choses comme ça. Finalement, je commence à me dire, vous me demandez pourquoi, c'est peut-être ça. En tout cas, moi j'aime bien les livres généreux, c'est-à-dire des livres qui donnent envie d'aller vers d'autres univers, aussi bien dans la délicatesse que les souvenirs. Quand on lit le livre, on peut avoir envie d'aller voir un film dont je parle, d'aller voir un tableau dont je parle, d'écouter une musique. J'aime bien partager les choses que j'aime. Donc c'est vrai que dans la délicatesse, c'est une ouverture vers plein de choses. Le héros suédois, Marcus, qui est très improbable, il passe son temps à lire Suran, qui est un philosophe roumain qui a quand même écrit de l'inconvénient d'être né. Donc en termes de joie de vivre, on a vu mieux. Oui. Mais il y a des extraits de Suran, et je me souviens quand j'avais fait la tournée du Goncourt des lycéens, j'avais rencontré des lycéens, certains avaient envie de lire Suran après. Donc j'aime bien les livres qui ont cette sorte d'ouverture. Après, très honnêtement, moi je reçois
c'est tellement émouvant et tellement fort pour un auteur de vivre ça. Moi, je me réjouis. Hein. Je reçois tellement de courriers de femmes qui ont perdu leur mari, ou voilà, sur l'analyse du deuil. Je partage beaucoup de choses avec les lecteurs. Vous répondez aux courriers que vous recevez? Vous avez le temps? Non, j'ai engagé 2-3 secrétaires à plein temps. Non, oui, évidemment. Très honnêtement, je réponds à tout le courrier que je peux recevoir. Donc vous pouvez lui écrire? Oui, enfin, oui, non, c'est vrai que là, j'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, on est une trentaine, alors je dis ça, mais non, je réponds. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien échanger avec les lecteurs. Ça m'arrive aussi par internet, ou voilà, quand je reçois du courrier, je trouve ça très important. C'est pas du tout quelque chose pour moi de service après-vente ou quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment parfois aussi une sorte de compréhension. Moi, il m'arrive très souvent de comprendre mes livres une fois que je les ai publiés, en parlant avec les lecteurs, en parlant avec les journalistes, en faisant des rencontres, ou simplement en répondant à des questions et en commentant le travail. Moi, j'écris souvent des romans dans une forme d'inconscience et de non-réflexion, d'émotivité peut-être simplement, et les rencontres m'enrichissent beaucoup. Et c'est vrai que le film aussi m'a permis de discuter de la psychologie des personnages avec les acteurs. Ça a été très important pour moi de continuer cette aventure d'un point de vue de la connaissance de mes personnages et de mon sujet. Alors, nous finirons la rencontre avec le film, avec le cinéma, avec la délicatesse. Donc, je disais que c'était votre 8e roman. Moi, j'ai par exemple beaucoup aimé le 7e, Nos séparations. Et je pense que le succès de la délicatesse fait que maintenant, on lit vos romans précédents. Oui. J'imagine qu'on remonte petit à petit et on découvre, ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir tout de suite votre univers, oui, le découvrent maintenant. Ouais. Et puis les éditeurs ressortent tous mes vieux livres avec marqué pas l'auteur de la délicatesse dessus. Voilà. J'ai honte, je trouve ça tellement ridicule. Mais en plus, bon, il y a 2 types d'écrivains. Il y a des écrivains qui écrivent toujours le même livre. Parmi ceux-là, il y a 2 grands écrivains, comme Kundera, Modiano, Cohen, qui restent très cohérents dans leur univers, et d'autres qui, comme moi, avancent, modifient, progressent. Moi, mes derniers livres sont beaucoup plus réalistes, oui, beaucoup plus, peut-être plus personnels aussi, alors que les livres précédents, sont plus teintés d'absurdité. Et c'est vrai que ceux qui ont lu La délicatesse et qui vont lire Le potentiel érotique de ma femme, après, qui était un roman non autobiographique, je précise, mais que j'ai écrit 8 ans auparavant, c'est un peu différent. Je préfère qu'ils aillent lire Nos séparations, qui est le livre que j'ai écrit juste avant La délicatesse, oui. Mais c'est vrai qu'ils se revendent tous. Oui. Ils se revendent tous. Vous avez publié votre premier livre à 28 ans, en 2002, comme ça tout le monde va savoir votre âge. Bah oui, mais non. Non, c'est pas vrai? Non, parce que en 2002, j'avais 26 ans. Déjà, vous rajeunissez. Non, j'ai publié en janvier 2002. Donc j'avais 26 ans. Vous vous souvenez de votre entrée en littérature? Parce que ça a été très vite. Vous avez peu galéré. Gallimard a pris votre manuscrit rapidement. Oui, c'est vrai. Mais tout ça est tellement étrange parce que moi, je ne suis pas du tout issu d'un milieu littéraire. Je n'ai pas lu un livre avant 16 ans. Je crois que vous avez eu une maladie grave et que c'est pour la première comme fois, ça que vous avez commencé à lire. Dans les souvenirs, il y a quelques lignes où je parle un peu. Pour la première fois, je parle de choses plus personnelles dans les souvenirs. Et effectivement, j'ai eu une maladie très grave. J'ai passé des mois à l'hôpital à l'âge de 16 ans. C'est hyper bizarre de raconter ça dans un opéra avec plein de monde. Enfin bon, bref. Faites comme s'il y avait une personne devant. Et donc, c'est quelque chose d'une manière assez typique qui m'a... j'ai failli mourir. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. C'est quelque chose qui m'a ouvert beaucoup de choses, éveillé à la sensualité, à la peinture, à la musique. J'ai fait des études de musique par la suite. Et à la littérature. J'ai beaucoup lu, je me suis mis à écrire. Donc ça a été comme un tournant dans ma vie. J'ai écrit régulièrement beaucoup de lettres au début. J'étais plutôt un adolescent romantique qui écrivait des lettres. Et puis, vous avez fait comme Orsena, vous faisiez le nègre, vous écriviez des lettres d'amour pour vos copains, non? Non, je m'occupais de moi, mais ça ne marchait pas. Mais non, d'abord, il est bien gentil, mais c'est tout. Orsena, ça est très altruiste. Hein. Mais ça se voit aussi. Et donc, je me suis mis à écrire, Quand est-ce que vous avez su que vous alliez publier? Très honnêtement, je ne l'ai jamais su. Parce que
enfin, c'était pas du tout, j'ai jamais eu l'ambition ou le désir ou même l'idée qu'un jour je serais écrivain, que je serais publié, que j'aurais la chance d'être traduit dans le monde. Ça me paraît toujours... vous savez, quand on écrit des livres, en plus des livres d'imagination, on se sent toujours un peu imposteur, parce qu'on ne sait pas pourquoi on a ces idées-là, on a cette capacité d'écrire des romans. Et donc moi j'écrivais, c'était une obsession, je sais que c'était physique, je ne pouvais pas faire autrement, j'écrivais tous les jours, sans penser qu'un jour, effectivement, j'aurais un roman abouti. Et j'ai écrit plein de romans dits de jeunesse, enfin des brouillons, et puis j'envoyais jamais ces textes à des éditeurs, parce que je pensais que c'était pas abouti ou que j'avais d'autres idées en tête. Et puis un jour, j'ai fait une histoire avec 2 Polonais. Ah, les fameux Polonais. Voilà, et je l'ai envoyé à un éditeur, chez Gallimard, et 6 mois après, j'étais publié. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que... C'est pour ça que vous mettez toujours 2 Polonais dans vos livres? Ben oui, parce que c'est comme une mascotte, si vous voulez, pour moi. Parce que le jour où j'ai mis 2 Polonais dans un livre, j'ai été publié. Donc j'ai le sentiment que je ne peux pas faire un livre s'il n'y a pas ces 2 Polonais. Vous avez raison de continuer, remarquez. Oui, mais alors après, bon, au début, c'était vraiment sérieux, et puis maintenant, je ne veux pas que ça soit un truc, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est aussi un jeu avec les lecteurs qui me suivent, parce que j'aime bien, on peut être très sérieux et écrire sérieusement et faire de la littérature sérieusement, mais on peut aussi avoir un rapport ludique à l'écriture. Et moi, je m'amuse aussi avec mes lecteurs qui, à chaque fois que je sors un nouveau livre, ils se demandent mais où est-ce qu'il a mis encore les Polonais? Alors, ils cherchent les Polonais. Mais et donc, bon, ils sont de plus en plus discrets. Mais c'est vrai qu'il y a un fond de vérité. Vraiment, le jour où j'ai fait cette histoire, quelque chose a été différent. Vous savez, quand on écrit ou quand on fait n'importe quel travail, je pense qu'on progresse par à coup. Et subitement, quelque chose s'est passé et j'ai envoyé le manuscrit par la poste. C'était Inversion de l'idiotie. C'était Inversion de l'idiotie. Ça me fait penser à Amélie Nothomb, moi, ce titre. Oui, peut-être, mais il est encore plus compliqué qu'Amélie Nothomb parce qu'il s'appelait Inversion de l'idiotie de l'influence de 2 Polonais. Ah oui, ils étaient même dans le titre. Ouais. Et alors déjà que je m'appelle Fuenquinos, je peux vous dire que parfois je faisais des radios et les gens allaient en librairie, ils se rappelaient pas du titre, pas de nom de l'auteur. C'est pour ça que maintenant je fais des choses plus simples, la délicatesse, les souvenirs, des titres. Vous avez eu beaucoup de chance quand même. Parce que non, mais Inversion de l'idiotie de l'influence de 2 Polonais, c'est risqué comme titre. Hein. Et vous avez eu encore plus de chance après la parution de cette fameuse Inversion de l'idiotie. Vous avez obtenu le prix de la Fondation Hachette, qui est, je crois, de 25 000 € au moment de votre 2e roman. C'est fabuleux, ça. Oui, il y a un écran derrière vous. Non, mais non, j'ai cru que vous lanciez des images d'archives en même temps. Enfin, c'est ce que, vu que vous faites les choses en grand, je me suis dit, elle est capable de me sortir les images de la Fondation Hachette. On va sortir mes parents derrière le rideau. Non, et donc, non, oui, ça a été très important parce que l'argent, à ce moment-là de ma vie, c'est la possibilité d'avoir du temps pour écrire. Oui. L'argent, ça a toujours été pour moi une motivation de liberté, d'avoir le temps d'écrire ce que j'ai en moi et ce qui m'obsède. Et j'avais sorti 2 romans à ce moment-là. Et bon, en plus, il fallait avoir moins de 30 ans pour avoir la bourse de la Fondation Hachette. Et je l'ai eu à 29 ans et 11 mois. Donc, in extremis. Hein. Ah oui. Et donc, après, j'ai publié effectivement... j'ai pu écrire, puis je venais d'avoir un enfant en plus. Et donc après j'ai pu écrire Le potentiel érotique de ma femme. C'est pas parce que vous avez eu un enfant que vous avez eu le prix quand même. Un peu, parce que je leur ai dit, écoutez, je vais pas l'abandonner, j'ai besoin de vous. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est une bourse très importante et au-delà du talent littéraire, ils voient sur qui ils ont envie d'aider en termes de vie aussi et d'aptitude à pouvoir aider un écrivain, un jeune écrivain à écrire. Je suis très reconnaissant de cette bourse et du coup, dès que le groupe Lagardère me demande, même 10 ans après, me demande des trucs à faire, Bon, là, il faut que je dise non maintenant. Vous voyez, il est gentil. Oui. Enfin, maintenant, ça suffit, je crois, parce que je les ai payés, les 25 000 €. Il faut faire très attention, il y a un prix Enfin, bon, bref. Mais bon, non, c'est vrai que ça a été important. Donc, c'est une légende, et elle est fausse, quand on écrit que vous êtes devenu écrivain parce que vous n'aviez pas trouvé de bassiste
pour votre groupe de jazz. Oui, j'ai dit ça dans une interview il y a quelques années. Elle a été reproduite souvent, cette phrase. Oui, mais au début, c'était une boutade, mais il y a toujours dans l'humour, il y a un fond de vérité. Moi, j'ai fait des études de musique. J'ai été professeur de guitare même pendant des années. J'ai essayé de monter des groupes. Et je pense que, très honnêtement, moi, je cherchais un moyen d'expression. Et souvent, c'est la vie qui décide pour nous. Et j'ai buté beaucoup en musique. J'ai essayé de monter des groupes, j'avais toujours des problèmes. Je trouvais jamais de bassiste. Et une fois, oui, pour une interview pour le journal Le Monde, j'ai répondu que j'étais devenu écrivain parce que j'avais pas trouvé de bassiste. Mais c'est un raccourci pour dire que on ne choisit pas toujours nos chemins, dans le sens où, voilà, je me suis mis à écrire, et puis des idées sont venues dans ma tête, les Polonais sont venus dans ma tête, et puis 6 mois, enfin voilà, j'ai été publié chez Gallimard, par la poste, avec une certaine facilité, alors que j'ai buté pendant des années. Voilà, donc en fait, il fallait juste être Parfois, c'est difficile de se trouver en adéquation avec le chemin qui nous attend, et j'ai eu cette chance-là. Ah oui, tout à fait. Alors, on va arriver à votre dernier livre, donc Les souvenirs dont je parlais, qui est sorti à la rentrée de septembre, qui fait un très très beau parcours. Lui aussi, il en est à 150 et quelques mille exemplaires en blanche, donc c'est déjà un très beau chiffre. C'est surprenant en fait que j'ai pas eu de prix littéraire. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pareil que pour la délicatesse. Oui, vous avez été nominé partout et c'est vous qui vendez le plus. J'ai même été favori du concours pendant tout l'été. Oui. Et il y a peu de temps, j'étais à Brive, où on s'est croisés au Salon du Livre, et j'ai fait une émission avec François Hollande. Et je me suis permis de lui expliquer que partir trop tôt, c'était pas forcément très bien. Et que, en tant qu'ex-favori du concours, j'avais des petits conseils à lui donner. Ça a été en direct et ça l'a fait rire. Ça l'a vraiment fait rire. Ah ouais, non, c'était une émission marrante. Alors c'est très surprenant en fait que ce titre, Les souvenirs, n'ait jamais été pris. Oui. Pas PRIX, mais S. Parce qu'on se dit, mais les souvenirs, forcément, dans toute l'histoire de la littérature. Tout à fait. Vous avez raison, mais j'ai été très heureux parce que ça fait très très longtemps que je réfléchis à la thématique de la mémoire et des souvenirs. C'est vrai que j'ai écrit un livre là, que vous avez là qui s'appelle « Qui se souvient de David Fuenquinos ?» qui est très sympa aussi. Oui, mais le titre est compliqué et puis un peu conceptuel, mais... Oui, mais je pense qu'on se souviendra de David Fuenquinos, en fait. Il restera celui-là. Merci. Non, et donc, la rencontre n'est pas finie donc encore. La thématique de la mémoire est vraiment m'obsède depuis longtemps et j'ai pris beaucoup de notes sur les souvenirs, sur la mémoire, on en parlera. Et voilà, quand je commence à écrire le livre, je me dis, les souvenirs, ça serait un titre formidable, mais forcément, ça a déjà été pris. Oui. Alors je tape sur Internet et là, ça a été pour moi un grand bonheur de voir que personne n'avait eu cette brillante idée avant moi d'appeler un livre Les souvenirs, alors qu'il y a tant de livres, vous avez raison, qui pourraient s'appeler ainsi, bien sûr. Mais la plupart des livres, si vous prenez n'importe quel livre, on pourrait presque l'appeler Les souvenirs. Dites un titre au hasard. Je me souviens. Oui, non, mais là... oui. Non, mais bien sûr, puisque écrire, c'est quand même souvent sur les souvenirs. Alors, les souvenirs s'ouvrent. Là, on va devenir plus grave quelques instants, même si ce n'est pas un roman triste, et je tiens à le dire, parce que je vais me permettre de lire le début du livre pour que vous ressentiez la sensibilité de David et la justesse de ses mots. Donc ce livre ouvre sur la mort du grand-père du narrateur. Vous, pas vous, c'est en fait pas très important, mais on sent qu'il y a une part très autobiographique quand même dans ce livre. La mort du grand-père. Il pleuvait tellement le jour de la mort de mon grand-père que je ne voyais presque rien. Perdu dans la foule des parapluies, j'ai tenté de trouver un taxi. Je ne savais pas pourquoi, je voulais à tout prix me dépêcher. C'était absurde. À quoi cela servait de courir? Il était là, il était mort, il allait à coup sûr m'attendre sans bouger. 2 jours auparavant, il était encore vivant. J'étais allée le voir à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, avec l'espoir gênant que ce serait la dernière fois. L'espoir que le long calvaire prendrait fin.
Je l'ai aidé à boire avec une paille. La moitié de l'eau a coulé le long de son cou et mouillé davantage encore sa blouse. Mais à ce moment-là, il était bien au-delà de l'inconfort. Il m'a regardé d'un air désemparé, avec sa lucidité des jours valides. C'était sûrement ça, le plus violent, de le sentir conscient de son état. Chaque souffle s'annonçait à lui comme une décision insoutenable. Je voulais lui dire que je l'aimais, mais je n'y suis pas parvenue. J'y pense encore à ces mots et à la pudeur qui m'a retenue dans l'inachèvement sentimental. Une pudeur ridicule en de telles circonstances, une pudeur impardonnable et irrémédiable. J'ai si souvent été en retard sur les mots que j'aurais voulu dire. Je ne pourrai jamais faire marche arrière vers cette tendresse, sauf peut-être avec les cris. Maintenant, je peux lui dire là. Ce livre, c'est une consolation, écrire comme réparation. En tout cas, l'ouverture du livre, oui, très nettement. C'est évident que c'est un livre bien plus personnel que les autres. Bien sûr. Et qui aurait pu l'être davantage, mais par pudeur ou par goût de l'imagination et de la fiction, je dérape assez vite dans le roman, mais toute la première partie, effectivement, sur la description des maisons de retraite, notamment, ou sur la mort du grand-père, ce sont des choses très personnelles. J'ai passé beaucoup de temps ces dernières années en maison de retraite à être au plus près de mes grands-mères, avec cette difficulté de ne pas savoir vraiment comment agir, d'essayer d'être là, et en même temps, c'est très difficile. C'est un des rares moments de vie où on est dans l'incapacité d'aider les gens qu'on aime le plus. Je parle de l'âge extrême, là. Et on donc, est des veilleurs de chagrin, dites-vous. On est des veilleurs de chagrin, c'est vrai que c'est une très belle phrase, mais elle n'est pas de moi. C'est un emprunt à Paul Éluard. Mince. Ah. Mais non, c'est sublime, parce que veilleur de chagrin, c'est exactement ça. C'est une expression qui correspond tellement bien à notre incapacité, à notre constatation de la douleur et de la vieillesse, et en même temps une fascination émotionnelle, parce que pour moi c'est tellement héroïque, la vieillesse. Il y a quelque chose de si vaillant dans le courage qu'il faut pour avancer. Donc oui, l'ouverture du livre, c'est j'aime bien réfléchir à des petites notions. Effectivement, je trouve ça tellement ridicule parfois d'être retenu par la pudeur quand on est dans l'incapacité de dire à nos proches qu'on les aime. En l'occurrence, à mon grand-père, voilà, au moment où il est en train de mourir, quelqu'un qui a été si important, si vivant pour moi. Vous l'avez beaucoup aimé, ce grand-père, qui venait vous chercher à l'école, qui vous emmenait voir Guignol? Je l'ai aimé profondément. C'était quelqu'un de vivant, de drôle et de facétieux. Et donc, être dans l'incapacité, voilà, de témoigner des choses émotionnelles à un moment donné où on devrait être dévêtu de toute la pudeur, à un moment donné où voilà, la vie se résume à des moments tellement douloureux, extrêmes. Et j'avais dit dans la délicatesse qu'on avait toujours 5 minutes de retard sur nos conversations amoureuses. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est toujours en retard. Ça se trouve, ce soir, quand je serai dans mon hôtel, en me couchant, je me dirai, mince, j'aurais dû leur dire ça. Mais vous reviendrez au livre sur la place et vous continuerez. Oui, on a des occasions de se rattraper. C'est vrai, avec les mots, avec les cris. Je pense qu'il y a aussi des choses dont on a des émotions qui ne sont pas des regrets, mais qui peuvent être liées à des incapacités d'exprimer ces émotions au moment où on les vit. Et qu'il faut du temps pour digérer les choses. Il faut du temps pour accepter aussi ce qu'on ressent. Il faut du temps pour être capable de le dire. Parfois, la beauté consiste en ça, en l'incapacité de dire les choses par excès d'émotion ou par excès d'affectivité par rapport à une situation qui est difficile. Et je raconte des petits détails, la possibilité d'être capable de répondre à un message. Oui, ça c'est... Je crois que tous ceux qui ont accompagné quelqu'un jusqu'à la mort retrouveront exactement des moments qu'ils ont ressentis. On est tellement paradoxaux dans notre souffrance et en même temps, on peut répondre à un message et puis on sort, on est capable de vivre assez facilement amputé de nos amours. On est un aller-retour finalement entre l'effondrement et l'anesthésie. Enfin, ce sont des périodes de vie, voilà, effectivement, l'accompagnement au deuil, puis l'accompagnement de la vieillesse, où on est dans un aller-retour permanent d'émotions mêlées. On est dans une sorte de montagne russe de
de notre propre émotivité. Alors, je ne sais pas si vous êtes le gendre idéal, mais je pense que pour des grands-parents, vous avez dû être le petit-fils idéal. Parce que, à travers tout ce livre, ce grand-père à qui vous n'avez pas dit que vous l'aimiez avant de partir, la grand-mère après, que vous accompagnerez, elle, d'une façon très différente, mais on ne va pas tout dévoiler parce que ça serait déflorer beaucoup du livre. Il y a partout cette tendresse pour la personne âgée. D'ailleurs, vous dites que vous avez la nostalgie du futur. Ça veut dire quoi, avoir la nostalgie du futur ? Mais de toute façon, c'est un livre qui s'appelle Les Souvenirs et qui est une tentative incessante de prendre le meilleur du passé pour être capable de se composer. Donc, la nostalgie du futur, c'est l'idée que de toute façon, tout ce qu'on peut vivre se transforme en matière à nostalgie, y compris ce qui nous attend. Et qu'avoir un rapport mélancolique ou nostalgique à la vie, ce n'est pas du tout pour moi pessimiste, ou c'est pas du tout pour moi douloureux. Il y a quelque chose d'assez joyeux, y compris dans la nostalgie. Et d'ailleurs, c'est la tendance actuelle du mot nostalgie qui est en train d'évoluer vers plus de gaieté, avec Radio Nostalgie, par exemple. Non, c'est vrai, hein, c'est un détail qui paraît ridicule, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant. L'idée que la nostalgie puisse être liée à quelque chose de joyeux. Après... Pour vous, elle est joyeuse, la nostalgie. La mélancolie aussi est joyeuse, d'ailleurs. Mais parce que moi, je suis écrivain, et pour moi, toutes les bulles de difficulté ou de mélancolie ou des états qui peuvent paraître inconfortables sont source pour moi de vie, d'inspiration, de création, et que je transforme toujours ça en quelque chose d'assez positif. D'une manière générale, je suis plutôt quelqu'un de très positif. Je suis plutôt, dans mes romans, tout à l'heure, vous parliez des bons sentiments. Je ne suis pas sûr que le livre soit lié aux bons sentiments, mais en tout cas, il est lié à une matière optimiste et bienveillante, y compris dans la délicatesse, où vraiment c'est le sujet, c'est le cœur du sujet. Et parfois, dans notre époque, on peut vraiment critiquer ça. Il y a beaucoup de... je sais pas, comme si on était... Si on n'était pas assez cynique ou acide, on n'avait pas... il nous manquait quelque chose. Alors que moi, j'adore cette idée vraiment de mettre au goût du jour des notions parfois simples, et en tout cas de bienveillance. Mais c'est valable avec la gentillesse. Regardez dans notre époque. Si on dit d'une personne qu'elle est gentille, eh bien, on va forcément penser qu'elle est un peu con. Alors que, je suis désolé, mais la gentillesse, pour moi, c'est une qualité que je trouve supérieure et majeure. L'idée de pouvoir être attentif aux autres avant soi, ce qui est une forme de délicatesse. Donc ce jeune narrateur, effectivement, a beaucoup de tendresse avec ses grands-parents, mais d'une manière générale, il est assez marqué par la vieillesse. Alors, le narrateur, vous en avez fait un veilleur de nuit dans un hôtel. Il veut évidemment être écrivain. Et il pense qu'il a là les conditions idéales pour écrire, parce qu'on écrit la nuit quand tout le monde dort, et puis en même temps, être veilleur de nuit, veiller la nuit, c'est veiller l'amour des autres. Je trouve ça très... De toute façon, être veilleur de nuit, c'est le stade suprême. Vous avez été veilleur de nuit ? Non, mais j'aurais voulu l'être. Pas tout à fait vous, le narrateur. Non, mais j'aurais pu. Enfin, j'ai voulu l'être à un moment donné pour écrire, parce que je me suis dit que c'est parfait, la nuit, les idées viennent, et puis non, il se passe rien du tout la nuit. Donc il faut plutôt vivre. Mais c'était en lien avec un fantasme, celui d'Antoine Doinel, le héros de François Truffaut, qui est veilleur de nuit dans Baiser volé. Le jeune narrateur me ressemble un peu, effectivement. Il est très honnête. Enfin, Les Souvenirs, c'est un livre sur 3 moments de vie. C'est bien lui qui avait fait un hôtel dans sa chambre à 15 ans en hommage à Balzac, non ? Antoine Doinel. Un hôtel, oui, avec le lys dans la vallée, effectivement. Oui. C'est vraiment un livre sur trois étapes de vie. Sur la vieillesse, effectivement, quand on devient un problème, c'est-à-dire que la grand-mère se rend compte subitement dans le regard de ses enfants qu'elle devient une source d'angoisse, un problème. C'est vraiment la ligne de démarcation de la vieillesse, pour moi, ce moment-là. C'est un livre sur la retraite. Les parents du narrateur
entament leur vie de retraité. Oui, parce que donc le grand-père est mort, la grand-mère reste d'abord chez elle, et puis il y a une chute. Elle se retrouve à l'hôpital où le narrateur la veille. Ce sont des questions effectivement que beaucoup de familles, beaucoup de familles sont confrontées à cette situation-là. C'est-à-dire, il y a parfois un décalage entre la pensée de la personne âgée d'être capable d'être dans l'autonomie et la famille qui s'inquiète à juste titre pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vie. Et donc, cette grand-mère-là, qui est pleine de vie, qui est pleine de facéties, qui a beaucoup de fantaisie, et on verra ce qu'elle va en faire, d'ailleurs, dans le roman. Mais subitement, elle voit ses 3 enfants la regarder avec angoisse. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la ligne de démarcation de la vieillesse. Et donc, elle va accepter... Par amour, en fait. Par amour, pour mais ne pas peser sur eux. À contre-cœur d'aller en maison de retraite. Alors là, le père lui vante tous les mérites de la maison de retraite d'une manière un peu pathétique, un peu comme une hôtesse de l'air qui continue à sourire alors que l'avion s'écrase. Et il lui dit, ça va être formidable, tu vas te faire plein de copines, tu pourras jouer au Scrabble et vous irez voir Question pour un champion. Et puis il y a des ateliers ciné-club où il passe la grande vadrouille au cas où tu l'aurais jamais vu. Donc il essaye d'enjoliver une situation, il mouline un peu dans le vide, et le narrateur a aussi de la tendresse pour le père qui essaye de... Il est un peu gratiné, le père. Hein. Les parents du narrateur... Les parents dans mes livres, c'est vrai, ont souvent un petit problème. Je ne sais pas si là c'est toujours autobiographique, mais... Non, là c'est fini, là. Non, vaut mieux pas. Oui, vaut mieux pas, parce que c'est vrai que si je parle de la mère, je peux parler de la mère peut-être par exemple... La mère, elle était professeure d'histoire géo. Et puis, une fois qu'elle est à la retraite, elle fait une dépression. Alors, je ne sais pas si c'était lié, mais parfois, c'est très difficile d'affronter la retraite, surtout quand on a eu des vies professionnelles basées sur des rythmes très réguliers. Et donc, le livre, les souvenirs, c'est souvent dans le livre, je tente de décrire les choses avec un certain réalisme, avec une gravité, et j'essaye d'être un peu plus grave peut-être que mes livres précédents, mais je suis souvent rattrapé par des détails tellement absurdes de la vie, et notamment là, quand je fais tout ce passage sur la mère du narrateur qui sombre dans la dépression, et c'est grave donc, et il y a comme elle était enseignante, il y a des cliniques de la MGEN, les mutuelles de l'éducation nationale prévues à cet effet. Heureusement que la mutuelle ne laisse pas tomber les professeurs dépressifs, parce qu'il y en a pas mal. Et alors, je tape sur Internet, là je suis dans des pages sérieuses, et je tape que je découvre que les cliniques à Paris de la MGEN pour professeurs dépressifs s'appellent les cliniques Camille Claudel et Vincent Van Gogh. Et là, alors, bien sûr, on me dit toujours, vos livres, il y a de l'humour dans la gravité, c'est toujours mêlé. Mais excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Moi, si j'étais dépressif, moi, j'adore Camille Claudel, hein, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais elle a passé quand même 35 ans dans un asile. Quant à Van Gogh, c'est une belle postérité, mais c'est quand même coupé l'oreille. En termes de stabilité mentale, on a vu mieux. Donc moi, j'étais quand même très surpris. Alors le narrateur dit autant faire une clinique James Dean pour les accidentés de la route, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans ce mélange de gravité, de légèreté. La fantaisie est vraiment, on peut l'accueillir partout. Et votre description des maisons de retraite, j'imagine que pendant des mois ou des années, vous avez eu un carnet de notes. Oui. Voilà, oui, parce que vous êtes un observateur. Mais très honnêtement, moi, j'ai une expérience des maisons de retraite qui est difficile. Je veux dire, c'est des moments où quand on repart, 1 minute, 1 heure nous paraît tellement long, parfois, c'est atroce. On respire de sortir. Je sais pas, on est tellement mal de laisser les gens qu'on aime, comme nos grands-parents ou nos parents, dans ces endroits-là. Je raconte tous les détails de la difficulté. La grand-mère dit qu'elle aimerait vivre ses dernières années dans la beauté, que c'est très difficile pour elle ce quotidien, et en même temps que faire. Quand on lui propose de sortir, elle ne veut pas sortir, enfin. Et donc voilà, je suis dans une peinture plutôt grave, et je suis rattrapé en permanence par des détails de fantaisie comme la MGEN. Il suffit que je regarde les menus des restaurants de maisons de retraite, c'est pas possible. Et on dirait qu'ils veulent nous faire rire. On dirait que c'est Groucho Marx qui les a écrits. Ils enjolivent tous les trucs, il y a des salades iceberg. Donc je me suis renseigné, mais c'est juste une salade, c'est juste de la laitue. Mais pourquoi ils appellent ça salade iceberg?
De Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage, alors mais non, mais vous vous rendez compte, le menu, il est exceptionnel, le menu. Et je pense que c'est là, franchement, j'ai pas travaillé, j'en ai pris un. Alors le truc, j'ai un petit regret. Depuis que le livre est sorti, j'ai reçu beaucoup de courriers. Et là, je dois avouer que mon livre aurait pu être encore meilleur. Parce que je reçois des photos de composition florale pas possible. Et alors, il y a une femme qui m'a raconté une maison de retraite où le premier étage s'appelle les Bahamas et le deuxième les Antilles. Alors, les petits vieux, ils sont derrière leur déambulateur. Il dit, tu vas où, toi? Ben moi, je vais aux Bahamas, et toi? Donc, regardez. Hein. Non, c'est pas horrible. Alors là, c'est pas horrible parce que moi, j'ai aucune moquerie des maisons de retraite. Ah non, mais moi non plus. J'ai vraiment, j'en ai connu beaucoup. Il y a des gens formidables, mais peut-être aussi parfois c'est pour s'amuser eux-mêmes, ou c'est une tentative un peu raccourcie de mettre de la vie et de l'humour, ou je sais pas, mais allez dans. Enfin, j'imagine que vous connaissez des maisons de retraite. La prochaine fois, arrêtez-vous 5 minutes. Vous allez trouver facilement 2-3 détails qui sont quand même drôles, quoi. Vraiment. Et j'en ai d'autres dans le livre. Alors, il y a les décorations. Moi, je parle d'un tableau avec une vache, mais parfois on se dit, mais pourquoi les pauvres, c'est déjà tellement difficile. Pourquoi on leur inflige un tableau d'une telle laideur? Et dans le livre, je parle d'un tableau avec une vache, mais une vache, on ne sait pas qui a pu peindre cette vache. Elle est d'une laideur atomique. On ne sait pas si c'est un génie ou un enfant de CP qui a peint cette vache. Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est comme je suis positif, je me dis, tiens, peut-être qu'on peut l'utiliser, cette vache, d'une manière positive. Et c'est vrai que quand on est très déprimé, voir un tableau très laid, ça remonte le moral. En fait, à chaque fois que le narrateur et la grand-mère vont pas bien, ils vont voir ce tableau et ça fait du bien. Avoir accès à la laideur, ça fait du bien. Il faut dire que le narrateur fait tout pour distraire sa grand-mère. Il fait tout pour la distraire. Il lui raconte des choses qui ne lui arrivent pas dans l'hôtel pour essayer de la faire vivre. Oui, il vient avec des anecdotes. Voilà. Vous dites d'ailleurs que... Enfin, le narrateur dit qu'il a commencé à raconter... Il est devenu écrivain en racontant des histoires. Et il est très proche de sa grand-mère, il la sort, il l'emmène voir le peintre, il retrouve le peintre qui a peint le fameux ça faut tableau. pas raconter, mais ce peintre-là, je pouvais pas le laisser comme ça, il fallait qu'on le retrouve. Oui. Il fallait qu'il s'explique. Et à un moment donné, une telle croûte ne peut pas rester non expliquée. Alors, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on arrête de raconter le livre parce qu'il y a un vrai suspense après. Peut-être à l'instant où le téléphone sonne chez le père du narrateur, la directrice de la maison de retraite lui dit « Votre mère est disparue ». Disparue, elle n'est pas morte, elle est partie. Et donc, le petit-fils va partir à sa recherche. Et là, va commencer une série d'aventures. Et au bout, l'amour. Je crois que, comme une transmission d'amour... Pas avec la grand-mère, hein, mais... Avec la grand-mère. Pas avec la grand-mère, mais ce narrateur qui est quand même très romantique, cet amour qu'il attendait depuis longtemps. D'ailleurs, il dit, attendre quelqu'un, c'est le faire exister avant son apparition. Je trouve ça très... Ça me fait plaisir que vous citiez cette phrase, parce qu'elle est de moi cette fois-ci. Je l'ai senti, senti. Non, mais c'est vraiment une pensée que... J'ai l'impression que les personnes importantes de notre vie qu'on peut rencontrer existent avant qu'on les rencontre. C'est comme une anticipation, et je pense que attendre quelqu'un, c'est vraiment le faire exister avant sa présence. C'est marrant parce que c'est une idée que j'étais aussi assez obsédé par la vie de John Lennon et Yoko Ono. Vous avez écrit mon livre précédent, c'est une biographie de John Lennon à la première personne. Et lui, il avait cette obsession de Yoko Ono et enfin bon, bref, il parle d'elle, on a le sentiment qu'il parle d'elle avant même de la rencontrer. Donc, effectivement, cette grand-mère, ne supportant plus ce quotidien, et c'est un livre sur les souvenirs, donc elle veut achever une blessure d'enfance, quelque chose qui a marqué toute sa vie, décide de partir. Et c'est assez marrant parce que le jour, ça c'est une véritable anecdote, le jour où je sors le livre, le 18 août dernier, j'allume la radio et sur France Inter, il y avait un fait divers racontant qu'une grand-mère avait été kidnappée par son petit-fils. Elle ne pouvait pas avoir lu le livre, il n'était pas sorti. À moins que sa famille soit journaliste. Mais, le manuscrit. Non, je crois pas, je crois que c'est...
on est dans l'air du temps aussi, quelque part. Écrire, c'est capter aussi peut-être... j'ai été surpris que le jour où je sors le livre, j'entends cette anecdote. Et donc, elle a été rattrapée, et puis elle a dit « je recommencerai ». Et ça, j'aime bien. En ce moment, il y a une dynamique... je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, en ce moment, ils recherchent tous un braqueur de 75 ans, un vieux. C'est bien. Les vieux braquent des banques. Il y a une rébellion, fuient les maisons de retraite. Ça fait du bien. Et donc, alors moi je m'amuse aussi, effectivement, c'est une situation... Le livre est tonique, je suis sûre que c'est pas un roman triste. Non, mais parce que je m'amuse aussi avec les situations. Si vous voulez, c'est extrêmement grave. Je raconte les deux, je raconte l'inquiétude, parce que subitement, pour le père du narrateur, ne plus savoir où est sa mère et le petit-fils ne plus savoir où est sa grand-mère, c'est extrêmement inquiétant. Et en même temps, ils vont au commissariat, ils veulent annoncer la disparition de la grand-mère, et le policier demande au père du narrateur « Est-ce que votre mère est majeure ?» et là, on est tout de suite dans l'absurde, mais c'est incroyablement plausible. Parce qu'en France, on ne peut pas lancer un avis de recherche pour une personne majeure. Donc il lui demande « Est-ce qu'elle est majeure ?» Alors il dit « Ben non, c'est ma mère. » Et il lui dit « Ben on ne peut pas lancer d'avis de recherche. » Et donc, après, effectivement, le narrateur va comprendre qu'elle s'est réfugiée dans un souvenir. Et quelque part, cette grand-mère est obsédée par quelque chose d'inachevé dans sa vie. Elle a quitté l'école en 9e. Et c'est une frustration pour elle. Alors évidemment, il ne faut surtout pas raconter cette suite-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans l'obsession d'une blessure inachevée, d'un souvenir raté quelque part. Et donc, c'est aussi pour ça que le livre s'appelle Les souvenirs. Oui, et chaque personnage du livre, mais aussi chaque écrivain dont vous parlez, chacun sont présentés aussi avec un souvenir. C'est d'ailleurs une formule qui vous est chère, c'est comme des respirations qui émaillent votre livre. Donc il y a le souvenir du narrateur, de la grand-père. Oui. Il y a aussi le souvenir de Modiano. Oui. Alors on vous dit si souvent en littérature le fils spirituel de Modiano et de Truffaut au cinéma, que j'ai envie de reprendre la phrase de... Heureusement que je parle plus que Modiano quand même, parce que là... C'est vrai, j'en suis ravie. Non, mais ça fait partie des écrivains très importants, bien sûr. Mais difficile à avoir en débat. Oui, hélas. Ça, je vous l'accorde, oui. Et Modiano, qui avait mis en exergue dans Livret de famille, que vous citez, vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Vous pensez ça aussi? Tout à fait. C'est un des thèmes du livre. Effectivement, j'aurais mis cette phrase en exergue, cette sublime phrase de René Char, si Modiano ne l'avait pas mis en exergue de Livret de famille. Mais vous avez raison, le livre, en fait, est émaillé de souvenirs de chaque personne. J'ai demandé à tous les personnages du livre de se présenter à travers un souvenir, de nous raconter un souvenir. Donc c'est le cas de tous les personnages principaux, comme les parents, ou les figurants, ceux qui passent comme ça quelques lignes, ils nous racontent tous un souvenir. Fitzgerald, par exemple, c'est vrai, le souvenir que vous citez? Effectivement, je cite aussi tous les souvenirs d'artistes qu'il m'arrive de citer dans le livre. Souvent des artistes qui m'intéressent et dont j'ai une anecdote intéressante à raconter par rapport à la thématique de la mémoire. C'est un livre très complet sur la mémoire, qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc, dans le livre, il y a des souvenirs de Fitzgerald, de Gainsbourg, de Nietzsche. J'ai même mis un souvenir d'Alzheimer, parce que je parle de la maladie d'Alzheimer. Ça m'amusait de mettre d'un souvenir d'Alzheimer, chacun son humour. Et puis, effectivement, tous les souvenirs sont réels. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, comme dans la délicatesse. Quand je parle de Fitzgerald, effectivement, ce souvenir est terrible. Fitzgerald, après une grande période faste, voilà, en France, Côte d'Azur, il revient aux États-Unis, puis il tombe progressivement dans l'oubli. Et au début des années 40, il est complètement ruiné, oublié. Il apprend qu'il y a une pièce de théâtre adaptée d'un de ses textes, d'un de ses romans qui va être joué. Donc il est très heureux, très honoré. Il s'habille très bien, il loue une très belle voiture, il arrive et il interrompt la répétition. Il se fait engueuler par le metteur en scène et il dit « mais je suis l'auteur ». Et il y a une fille qui vient vers lui et lui dit « mais je croyais que vous étiez mort ».
Et c'est une véritable anecdote, hein. C'est vrai que quand je cite Modiano, je cite cette phrase de livret de famille, j'avais 20 ans mais ma mémoire précédait ma naissance. Ouais. Et c'est vrai que toute l'œuvre de Modiano est hantée par la Seconde Guerre mondiale alors qu'il est né en 1945. Quand je cite cet exemple, pour moi c'est un exemple de mémoire outre naissance. Le sentiment que la mémoire peut dépasser notre propre conscience. C'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup, ça, hein, ça m'interpelle la mémoire dans les premières années. Oui, même même avant. Oui, même la vie antérieure. Après, un autre exemple, quand je cite Claude Lelouch, je raconte cette anecdote pour son premier film, où un journaliste avait écrit à propos de son premier film « Souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler ». Donc là, c'est un bel exemple de souvenir à l'envers, puisqu'il faut se souvenir d'oublier. Et donc, toute la thématique des souvenirs, à travers toutes ces anecdotes, se complète. Une dernière chose, j'aime bien l'idée que deux personnes puissent avoir deux notions complètement différentes du même souvenir, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Ah oui, alors c'est le père et la mère. Voilà, exactement. C'est une très belle anecdote. Donc le père et la mère du narrateur se souviennent de leur rencontre. Le père, lui, un peu chétif, pas sûr de lui, subitement est pris comme ça par une pulsion un peu héroïque, un peu russe. Il voit une jolie femme à la sortie d'une église et il se précipite vers elle et lui dit « Vous êtes si belle que je préfère ne jamais vous revoir ». Donc lui, il a l'impression d'être tellement héroïque. Vous pourriez dire quelque chose comme ça? Ah oui, oui, je crois. Je crois que vous l'avez pas dit. Le summum de la déclaration, c'est de ne pas supporter l'idée de revoir une personne. Non, c'est extrêmement 19e siècle. Ah ouais, c'est quand même très romantique. Et donc, mais je pourrais le dire, je sais pas. Et la mère, oui, merci. Il suit. Ah oui, oui. C'est sympa, hein. Moi, je croyais que ça dormait, mais ah ben ça me fait plaisir, monsieur. La mère. Quand j'aurai un trou, c'est sympa. J'ai des aides quand même. Et donc la mère, elle a le souvenir d'une sorte de psychopathe qui s'est précipité vers elle pour lui dire cette phrase incompréhensible. Et donc ils ont tous les deux pas du tout le même souvenir de cette rencontre qui est à l'origine de la vie du narrateur. Oui, et n'empêche qu'il y aura rencontre au bout. Oui, alors moi j'adore m'amuser en fait avec le roman. Je trouve que la vie peut être extrêmement romanesque. Il m'arrive parfois de créer des conditions de roman dans la vie. Et j'aime bien ça, j'aime bien l'idée que ces deux personnes se rencontrent et puis se quittent dans la foule. Et là, je me dis en tant que romancier, comment je vais faire pour qu'ils se retrouvent? Et alors j'invente tout un cheminement et ils se retrouvent bien plus tard. J'adore, dans la délicatesse, je parlais du faux hasard. C'est-à-dire, j'ai une de mes théories, c'est que je ne crois pas au hasard. Je pense que les personnes qu'on rencontre par hasard, elles ont fait exprès de nous suivre. Et souvent, si vous regardez bien, quand on rencontre quelqu'un par hasard dans la rue, il est souvent essoufflé. Et je pense qu'il a fait le tour pour nous... Mais ce sont vos lectrices, là, maintenant, qui vous suivent comme ça. Je ne crois pas au hasard. Mais c'est vrai, ça. Et donc, j'avais ça dans la délicatesse, je ne l'ai pas mis dans le film, mais le pauvre Marcus, il voulait croiser par hasard Nathalie. Alors, il faisait des allers-retours toute la journée dans le couloir, en espérant la voir, et puis et à 17h, à la fin de la journée, il apprenait qu'elle était en déplacement en province ce jour-là. Et il se dit, j'ai tellement marché que moi aussi j'aurais pu être en province. Et j'aime bien m'amuser avec l'idée que est-ce que le hasard va nous permettre, par exemple... C'est très Paul Guimard aussi, ça, avec son rue du Havre, les quelques secondes qui permettent la rencontre tout d'un coup. C'est assez romanesque de toute façon. Le jeune narrateur, par exemple, il va dans un cimetière avec sa grand-mère. D'ailleurs, je raconte tout un passage où je suis toujours surpris de voir l'excitation des personnes âgées d'aller aux enterrements. Parfois, on leur propose des sorties, elles disent toujours non, mais pour le cimetière, elles sont... Alors, je fais de l'humour noir un petit peu parce que... bon bref, c'est un peu ridicule, mais ça se lit plus que ça se dit, mais le narrateur pense que c'est un peu ridicule en termes social parce qu'il ne peut pas avoir de renvoi d'ascenseur. Parce que... Enfin bon, bref, c'est un peu bête. Mais aller à l'enterrement de quelqu'un, c'est compliqué qu'il puisse venir au vôtre, quoi. Et donc
Et donc il accompagne la grand-mère à l'enterrement. Et puis pour moi, le thème du désir et de la mort sont toujours liés. Parce que voilà, forcément, on est dans des pulsions de vie. Quand on va à l'hôpital ou quand on a des proches qui sont... Il y a quelque chose de... Forcément, c'est comme une vase communicante tout de suite avec une pulsion de vie. Et lui, il est là au cimetière et il est face à la tombe de cette femme qui est une vague connaissance de sa grand-mère. C'est dire s'il ne la connaît pas du tout et il n'a pas vraiment de raison d'être là. Mais il voit une fille et il trouve qu'elle a les cheveux longs et que la vie est courte et qu'il devrait peut-être lui parler, mais il est très timide, il est dans l'incapacité de lui parler. Alors, il la regarde et puis il repart avec sa grand-mère et puis il reste sur cette frustration. Et il se dit que la seule chose à faire, c'est de revenir tout le temps sur la tombe de cet inconnu, parce que peut-être que la fille aussi, elle est proche de cet inconnu, et puis, enfin, de cette femme, et il la retrouvera peut-être par hasard. Donc il crée ce hasard. Donc il vient, il passe son temps à aller poser des fleurs sur la tombe de... Bon, c'est une anecdote qui est palpitante dans le livre. Hein. Moi, c'est un des passages que j'ai trouvé les plus durs, parce qu'en fait, le narrateur emmène la grand-mère au cimetière pour cet enterrement, et en sortant du cimetière, elle dit à son petit-fils « Je voudrais passer revoir mon appartement, accompagne-moi ». Or, le père, sans le lui dire, a vendu l'appartement. Et le petit-fils lui annonce ça. Ce qui d'ailleurs c'est extrêmement violent. Ça, c'est terrible. Parce qu'elle accepte dans un premier temps d'aller dans cette maison de retraite, mais à la seule et ce sont hélas condition... des situations qui existent. Enfin, oui. C'est pas du roman, souvent. Oui, et puis moi je me suis rendu compte de certaines choses aussi par rapport à mes grands-parents ou à mes grands-mères, que on ne peut pas se mettre à la place des gens en termes de rapport au matériel des choses, en termes de souvenirs. Et je dis, voilà, ils dilapident quelque part, ils vendent l'appartement. Bon, de toute façon, elle n'aurait pas pu y retourner. Et j'explique un peu tout ça, mais ils se débarrassent aussi du mobilier. Oui, c'est la mémoire. Et la mémoire des objets est très importante. Bien sûr. Et je dis à un moment donné qu'ils avaient saccagé la dimension humaine d'une fourchette. Une femme qui a passé sa vie à manger avec cette fourchette, on ne peut pas. Cette fourchette a une importance considérable. Elle a peut-être nourri ses enfants avec cette fourchette. Elle a passé des dîners avec son mari avec cette fourchette. Et il y a comme une douleur qui est ajoutée à la douleur avec l'idée que les objets ont disparu. Et pour elle, à partir de ce moment-là, il y a toute une période où elle s'enferme. Elle ne veut plus parler à ses enfants parce que je crois qu'ils n'ont pas du tout maîtrisé la dimension violente de leur acte. Et moi, je rachète toujours les personnages. Pour moi, je cherche pas, je suis pas du tout manichéen et je me mets aussi du côté des enfants. Et elle aussi, à un moment donné, elle sait très bien que ses enfants l'aiment vraiment. Et qu'il y a des moments dans la vie où, quoi qu'il arrive, on abîme l'amour de l'autre, on abîme... ça ne peut pas être indolore de toute façon. Il n'y a pas une seule situation qui puisse échapper à cette promesse de choses difficiles. Dites-moi, on voit bien que vous ajoutez du charme à la banalité, de la magie, souvent au prévisible. Comment construisez-vous vos histoires? Est-ce que vos personnages vous promènent, en fait, de page en page lorsque vous écrivez, ou est-ce que tout est cadré, arrêté dès le départ? Très honnêtement, j'ai écrit 10 romans et ça a à chaque fois été très différent. Pour moi, c'est comme une histoire, c'est comme une aventure. Je ne peux pas avoir de méthode. Chaque sujet m'a imposé son rythme et sa façon de venir à moi. Les souvenirs, j'ai pris des notes depuis longtemps. Je savais que je travaillais sur la question de la mémoire. Là, j'ai vraiment travaillé au fil des pages parce que j'ai été surpris, par exemple, de voir où m'emmenait mon récit. Et peut-être que j'ai eu besoin de m'accrocher à un moment donné à la légèreté parce que c'était peut-être trop lourd. Oui, finalement, l'humour, c'est une forme de politesse pour le lecteur. Moi, j'adore cette formule de la politesse des espoirs. Et je pense que c'est la politesse tout court. Après, j'ai écrit d'autres livres où je savais où je voulais aller. J'avais des plans.
Mes premiers livres, par contre, étaient très très différents, c'est-à-dire que j'étais très inspiré par l'Oulipo, j'aimais le jeu avec le roman, j'aimais le jeu aussi, la soumission à son imagination. Et par exemple, dans mon premier roman, au fameux titre « Inversion de l'idiotie de l'influence de deux Polonais », quand le héros narrateur est dans un salon, dans une chambre, et qu'il entend quelqu'un à un moment donné frapper à la porte dans le salon, il va ouvrir la porte, et puis subitement, il y a un singe qui rentre dans le salon. Et là, je me dis, mince, j'ai un singe maintenant dans mon histoire, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Donc j'étais vraiment en soumission à mon imagination. Et puis bon, après, je l'ai appelé Lennon-McCartney, ce singe, et puis il supportait pas les gens qui ont écouté les Rolling Stones, et puis il finissait dans une clinique en Suisse, enfin c'était n'importe quoi. Encore en Suisse? Décidément, oui. C'est obsessionnel. Enfin, je vous déconseille mes premiers romans. On commence auquel? Non, mais il faut vraiment... si vraiment vous êtes en manque, ce qui est possible, hein, parce qu'il y a une sorte d'addiction quand même. Absolument, oui. Non, il faut lire les derniers, et puis si vraiment vous avez envie, vous pouvez aller en dernier recours. Vous écrivez vite? Vous savez, régulièrement. Non, mais j'hésite à répondre toujours à cette question, la vérité, parce que parfois, enfin, si vous voulez, on peut écrire un navet en 10 ans. Non, mais c'est pour savoir quand on aura un nouveau roman à lire. Ah non, c'était ça votre question. Je pensais le temps. C'est le dessous de ma question, en fait. Non, parce que moi, je pensais que c'était le temps pour écrire un livre. Et je disais, on peut écrire un roman, un navet en 10 ans, et un chef-d'œuvre en 3 semaines. Vous avez mis 3 semaines pour écrire les souvenirs? Non. Ah non, les souvenirs, ça m'a mis du temps. Mais la délicatesse... 3 semaines? Qui me surprend parce que touche tellement les gens et qu'il y a une forme d'inconscience dans ce livre. J'ai mis 2 mois à l'écrire et ça paraît peu. Mais j'ai l'impression que ce livre, je l'ai écrit avant de l'écrire. Alors, c'est pas du tout, je veux pas être trop mystique, mais il y a une part d'étrangeté à tout ça. Je pense que les histoires se trament en nous. Avant, moi, je l'avais en moi, je le retenais. Je sais que quand je l'ai écrit, il était vraiment profondément en moi. Vous écrivez sur un ordinateur? Oui, mais bon, je prends aussi beaucoup de notes. J'écris sur des petits bouts de papier et puis j'écris quand j'écris pas. Quand je parle d'inconscient, c'est-à-dire que je pense que j'écris aussi la nuit. Quand je suis dans un roman, j'écris tout le temps. J'ai toujours une case en moi qui fonctionne sur le roman. J'ai l'impression d'écrire autant quand j'écris pas que quand j'écris. Après, là, pour l'instant, si vous me demandez pour la suite, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'arrêter d'écrire. Parce que j'ai plus d'énergie, parce que j'ai plus de... Mais ça va revenir, ça. Bien sûr, j'espère, sûrement. Et puis, je suis tributaire de mes idées. J'ai pas d'idées, j'ai pas d'envie. Et je suis assez content aussi, parce que souvent... J'avais toujours des idées, donc je repartais, mais j'ai écrit 10 romans en 10 ans, c'est-à-dire j'ai écrit tout le temps, depuis 10-15 ans. Je viens de faire un film qui est une expérience très forte, très lourde aussi, très physique, et j'arrive à un moment donné où j'ai envie de respirer, et c'est très étonnant parce que je crois beaucoup au cycle. J'ai publié mon premier roman en janvier 2002, mon film sort fin décembre 2011, donc on va être en janvier 2012, et pour moi c'est la fin d'un cycle, c'est 10 ans. 10 ans d'une vie, et maintenant je vais me régénérer, je vais essayer d'avancer. J'ai pas envie de faire un livre pour faire un livre. Bien sûr, mais avec vous, c'est toujours les mots quand même qui sont... Quand on voit votre narrateur, parce qu'en fait, tous vos héros, ou presque, ont peur de ne pas trouver l'inspiration. Il y a une véritable angoisse de ne pas trouver l'inspiration. Oui, alors que ça prouve que c'est pas autobiographique. Alors que vous en avez quand même, voilà. Oui, parce que moi j'ai même trop, parfois, j'ai 3 idées de romans en même temps, j'ai des idées de scénario, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'en ai une qui a été jouée avec Catherine Jacob, j'en ai d'autres qui vont être jouées. C'est vrai que vous écrivez pour les enfants? J'ai écrit pour les enfants, j'étais dans la boulimie par moment de... J'ai écrit plein de choses aussi qui ne sont pas faites, des séries télé avec mon frère, un film qu'on n'a pas fait. On a travaillé avec Jacques Doyon, avec Cédric Clapiche. Donc depuis 10 ans, je suis dans la boulimie de travail. Mais c'est pas du tout... Je me sens bien, j'adore travailler. J'adore, mais je suis content que pour la première fois, je vais... Et puis c'est différent. C'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de lecteurs, ça me change un petit peu. Pas en termes de nature, hein, je me sens pas du tout différent, mais j'ai besoin de prendre un peu de distance pour savoir ce que je vais écrire. Quand on écrit pour 3000 lecteurs, on écrit des livres et puis... La responsabilité devient plus grande?
Je sais pas si c'est une responsabilité, Vous êtes plus mais attendu. sûrement. Ça changera pas profondément mon travail, mais je pense que j'ai besoin de voir ce que je vais faire. Mais je suis pas du tout je suis pas quelqu'un de profondément angoissé hein, sur les choses. Je suis très heureux du succès. Je n'étais pas du tout malheureux quand mes livres se vendaient moins. On s'était peut-être pas croisés, mais je viens régulièrement au livre sur la place. Quand je vendais 10 livres en 2 jours, j'étais bien. Je sais pas, je parlais aux autres. Maintenant, j'ai même plus le temps de parler aux autres, mais Même Bec BD, ah, ça m'a fait dans Lire, vous a rendu hommage. Oui, dans sa chronique à sa Lire, façon. et dans sa chronique Lire, après le livre sur la place, il a écrit: j'en ai marre, Fuenquinos vend plus de livres que moi. Alors qu'avant, il me jalousait. Et bientôt, dans quelques années, on se demandera qui est ce mec aux cheveux gras à côté de David Fuenquinos. Ça m'a plu parce que c'est bienveillant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que quand on a un peu de succès, on suscite de l'agressivité. Alors, le succès qui est devant vous, immédiat, c'est le cinéma. Ah non, oui, la sortie du film. Hein. C'est la sortie du film, oui. Mais là, le succès, comme un livre, j'espère. quand il est publié, appartient au lecteur, votre film, bientôt, dans quelques heures, quelques jours, va appartenir au public. Alors, vous avez porté ce film à l'écran avec votre frère. Pourquoi est-ce que vous avez, donc pour votre 8e roman, eu envie d'aller plus loin, de continuer à accompagner vos personnages et de les porter vous-même au cinéma? Souvent, les écrivains ne s'associent pas à l'aventure cinématographique de leur livre quand elle se produit. C'est vrai, et ça a été complètement mon cas pendant des années. C'est-à-dire que j'ai plusieurs livres qui ont été optionnés par le cinéma. Certains projets sont assez avancés, comme Nos séparations, que Yann Samuel devrait faire prochainement. J'avais écrit aussi un livre qui s'appelle Bernard, une petite nouvelle. L'histoire d'un homme qui a 50 ans et qui retourne vivre chez ses parents. Ça va être adapté au cinéma, et à chaque fois, je voulais surtout pas m'en occuper. Ni le scénario, ni quoi que ce soit. Et là, avec La délicatesse, ça a été différent. Parce que l'accueil du livre a été différent. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus personnel, que j'avais pas fini mon histoire avec cette histoire, que d'habitude, le corps décide. Quand je finis un roman, je veux passer à autre chose. Là, j'étais encore avec mes personnages. Peut-être parce qu'il y avait plus de choses personnelles, de gravité. Mon frère aussi m'a convaincu, m'a dit c'est pour nous. Alors votre frère est directeur de casting, il travaille dans le cinéma. Oui, c'est un très grand directeur de casting. On travaille ensemble depuis 10 ans sur des scénarios, sur des choses. Et puis on avait réalisé un court-métrage qui s'appelle Une histoire de pied. C'est un film où on voit que des pieds. Et depuis cette expérience, on avait envie de faire quelque chose de plus ambitieux et de filmer un peu le reste du corps. Mais on attendait vraiment, on voulait pas faire un film pour faire un film, on attendait le sujet qui nous porterait, et ça a été le cas avec La délicatesse. On s'est rendu compte, voilà, que cette histoire, on était capable de la porter pendant 2 ans et demi. Parce qu'il faut tellement d'énergie pour faire un film, il faut aimer ces personnages. Mais parce que vous avez décidé de porter ce film à l'écran, alors que La délicatesse n'était pas encore l'immense succès qu'il est aujourd'hui. Non, c'est vrai que ça, je le rappelle parfois à la presse, parce que je lis... le frère Fuenquinos adapte le best-seller. C'est très étonnant parce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Il faut savoir que j'ai écrit le scénario. Audrey Tautou a aimé l'histoire. Audrey Tautou, elle reçoit des dizaines de scénarios par jour. Elle fait un film par an. Et elle a aimé cette histoire. Après, on a dû aussi la convaincre sur tout ce qu'on allait faire, notre vision artistique du film. Ça a pris des mois aussi, c'est normal, hein, parce qu'elle s'est tellement investie dans le rôle. Elle est... j'espère que vous allez aller voir le film parce qu'elle est tellement impressionnante dans le film. Et bon, aussi, parmi les choses qu'elle aimait bien dans ce projet, c'est tourner avec François Damiens. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est quelqu'un qui fait des caméras cachées. C'est le François Lambrouille, c'est le Belge qui joue dans L'Arnaqueur. Il est très drôle, très, très fou. Et donc... Audrey Tautou est venue sur cette histoire, les producteurs sont venus sur cette histoire, et le livre, voilà, c'était assez bien vendu, mais c'était pas du tout... C'était dans votre tête, votre Nathalie, dans La délicatesse? Oui. Alors je termine juste, et c'est vrai que c'est une fois qu'on était en tournage qu'on a vu que le livre devenait un best-seller, donc on était tous surpris. Donc c'est une belle histoire, c'est assez étonnant qu'un livre devienne un succès pendant qu'on... Voilà. Donc on n'adapte pas... Enfin bon, bref. Audrey Tautou, d'abord, c'est un film, c'est un livre sur la féminité. C'est le parcours d'une femme sur 8 ans. Il faut une très très grande actrice pour faire ce que fait le rôle dans le film.
On la voit jeune fille, on la voit veuve, on la voit dans la comédie romantique, on la voit dans l'entreprise. Je peux vous dire qu'il faut vraiment... on était tellement impressionnés sur le plateau. Vraiment, certains jours, il y a des jours où tout le monde pleurait, quoi, tellement Vous avez tourné combien de temps? On a tourné 8 semaines et demie. Et donc Audrey Tautou, ouais, on a tout de suite pensé à elle, mais c'était comme un rêve un peu fou. On s'est dit, elle va jamais accepter. Après, moi, j'ai pas écrit le roman en pensant faire un film, donc j'ai pas pensé à elle, j'ai pensé à personne. Ce qui est marrant, c'est que il y a plein de lecteurs qui me disent, ah bon, Audrey Tautou, mais on comprend pas parce que dans le livre, elle est blonde. Et j'ai jamais dit qu'elle était blonde. Seulement, le livre, ça commence par Nathalie était plutôt discrète, une sorte de féminité suisse. Moi, j'aime bien les adjectifs où chacun met ce qu'il veut dedans. Donc tout le monde voit une grande blonde à cause de la Suisse, mais non, il y a des brunes en Suisse. Et la alors Suisse, après, non, alors après, par contre, c'est Belle du Seigneur pour vous, parce que la Suisse, oui. C'est quand même très récurrent dans votre. Oui, j'aime bien la Suisse. Oui, j'ai envie d'aller vivre. Enfin, c'est plus que Belle du Seigneur, à mon avis. Quand je serai riche, hein, donc bientôt. Non, mais la Suisse, c'est un. Oui, je m'amuse dans mon roman Qui se souvient de David Fuenquinos, où le héros, le seul voyage qu'il fait, il va une fois par an en Suisse. Il se sent bien parce qu'il y a plein de pharmacies partout, ça donne envie d'être malade. Et il oublie son idée de roman. Vous savez, j'ai des leitmotifs comiques, la Suisse, la Pologne. Évidemment, dans La délicatesse, c'est la Suède qui s'en prend plein la tête. Et parce que le personnage principal est un Suédois. C'est vrai qu'au début, j'avais raconté le livre en disant... La Pologne est quand même présente. À part les deux Polonais, il y a quand même la pensée d'un philosophe polonais que je trouve très, très bien. Il y a des gens formidables qu'on rencontre au mauvais moment, et il y a des gens qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. C'est très vrai, ça. C'est complètement le sujet du film et du livre. C'est le bon moment. Je pense que la thématique du bon moment est nécessaire dans une rencontre pour qu'elle soit réussie. Il y a des gens formidables qu'on rencontre au mauvais moment de notre vie et des gens qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. C'est un livre sur la reconstruction, sur l'horloge biologique, sur l'idée qu'on n'est pas du tout décisionnaire de notre émission en ce qui concerne un chagrin ou une douleur. Un chagrin d'amour, voilà, on ne sait pas du tout quand on peut s'en remettre. Est-ce que ça durera un mois, un an? On sait juste qu'un matin, on se réveille et que la douleur s'est échappée. Je traite le deuil de la même façon. Nathalie vit sa vie en parenthèse sensuelle, sentimentale, après le drame qu'elle a vécu. Et subitement, comme une bouffée d'air, elle se dit, c'est le moment de revivre. Et là, ça tombe sur lui, ce Suédois qui n'a rien compris à l'histoire. Mais qui est délicat. Oui, mais au début, on ne le sait pas. Hein. Non. Il est très improbable. Il est décrit comme étant aussi discret qu'un point-virgule dans un roman de 800 pages. Ouais. Et là, il faut voir le film, il faut voir la tête de François Damiens, quand subitement Audrey Tautou l'embrasse. Il a adoré cette prise, hein, cette scène. Il a voulu la refaire plusieurs fois. Faite, voilà. Ah bah là... Mais le pauvre, il est tellement pas gâté parce qu'on lui met des pulls beiges tous les jours, des chaussures comme ça. Il me dit, en plus, je vais devoir draguer Audrey Tautou, mais alors habillé comme ça, vous n'êtes pas sympa quand même. Et puis avec des phrases improbables du style j'adore vos cheveux, je voudrais partir en vacances dans vos cheveux. Enfin, c'est vraiment un personnage étonnant, mais voilà, il a cette qualité du bon moment. Il arrive au bon moment dans la vie de Nathalie, au moment où son corps décide que c'est possible à nouveau. Et je pense que le corps décide aussi vers qui on peut être attiré. Il a un côté homme-pansement, cet homme, dans le livre et dans le film. On peut être attiré parfois par quelqu'un qui va nous faire du bien. Mais attention Françoise, le contraire est aussi possible. On peut être attiré... Vous avez remarqué que je ne disais rien. On peut être attiré par des gens qui vont nous faire du mal. On connaît cette attraction malsaine. Ce n'est pas le cas, évidemment, du livre et du sujet. Mais je pense que le bon moment, c'est... Alors je m'amuse avec le bon moment. Parce que lui, il arrive au bon moment, mais vraiment, il est très improbable. Hein. Et puis, il va la surprendre tout le temps. Là, le film bascule dans la comédie parce qu'il est très improbable. Hein. Et il va avoir toujours des façons d'être, de la maladresse, du décalage. Et c'est vrai qu'il est très touchant. Et voilà, les gens qui ont vu le film trouvent que ça fonctionne. Au début, c'est pas gagné quand on le voit la première fois. Mais le film s'appelle La délicatesse parce qu'il fait preuve de délicatesse. Il fait preuve de bienveillance. Il est attentif à elle. Et ça fait du bien. C'est le seul qui la regarde. Votre producteur de Studio Canal qui vous accompagne tout à l'heure me disait que le film était déjà vendu dans plus de 30 pays. J'imagine que la présence d'Audrey Tautou dans non, c'est parce que je suis l'auteur et ça...
Si vous voulez, vous avez interrompu ma phrase, j'allais dire à côté de vous. J'ai une aura internationale. Hein. Mes livres marchent très bien en Roumanie, par exemple. Et il y a un problème, la délicatesse, le mot n'existe pas dans tous les pays. C'est pas un problème, mais c'est un mot qui n'existe pas en anglais ou en allemand ou en russe même. Enfin, en russe, il faut changer un peu parce que c'est un truc français, c'est bien. Mais en Allemagne, on n'est pas très loin de l'Allemagne, ils l'ont appelé Nathalie Kust, le baiser de Nathalie. Et je suis content parce que le livre marche très bien en Allemagne. Non, vous savez, avoir Audrey Tautou pour un premier film, c'est magique. Fabuleux. Ah oui. Parce que le film se monte tout de suite. C'est-à-dire que les financiers, on a l'argent tout de suite pour faire le film. Le film est vendu dans le monde entier. Donc moi, je vous dis pas du tout ça avec prétention ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai été émerveillé et heureux de la voir. Et puis... l'inconvénient, c'est que c'est une très grosse pression d'avoir Audrey Tautou. Pour un premier film, moi je sais que j'ai pas dormi pendant des mois. Bon voilà, fallait être à la hauteur. Donc on a beaucoup préparé. Le film, on l'aime pas, mais il est très travaillé. Et puis c'est une aventure collective. Pour un écrivain c'est seul souvent. Oui, mais j'ai aimé ça. Bon, sauf quand je me levais à 7h du matin et que j'en pouvais plus... avec tous ces régisseurs et ces blagues de cinéma. Puis votre frère C'était facile de travailler avec son frère? Très facile. On s'entend admirablement bien, on est très complémentaires. Et ça s'est vraiment bien passé. Un peu trop d'ailleurs, parce que les gens essayaient de nous brouiller. Ils essayaient toujours de créer des problèmes pour s'amuser, mais non, ça s'est très bien passé. J'ai été très heureux, c'était très dur. Hein. J'ai passé des mois enfermé dans cette histoire, dans un cocon, à travailler énormément, à être obsédé par chaque détail. Faire un film, c'est penser tous les détails. C'est un film sur la féminité. Chaque coupe de cheveux d'Audrey Tautou dans le film, et voilà, c'est des réunions cheveux, des réunions robes, des réunions chaussures, des réunions pourquoi on met tel verre à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, le mobilier. Il y a un moment donné, comme dans le livre, il y a un pèse qu'on voit dans le film, puisque dans le livre on voit un pèse pour ceux qui l'ont lu. Mais ça c'est marrant parce que moi j'écris dans mon roman qu'il y a une histoire de pèse, à un moment il lui offre un pèse. Et je me retrouve 2 ans après à faire le film et à devoir choisir entre 250 pèses. Et donc le cinéma c'est une entreprise de détails, quoi. Et donc c'est très fort. Hein. C'est vrai que c'est des moments qu'on a vécu, des moments très forts. Et puis il y a ma chanteuse préférée que j'ai réussi à convaincre, qui est Émilie Simon, dont l'album sort aujourd'hui, c'est l'album du film. Voilà, elle est venue sur le plateau, elle a créé la musique. C'est émouvant aussi de pouvoir s'entourer de gens qu'on admire et qu'on a envie de voir travailler. Parce que François Damiens, bon, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais passer du temps avec lui, c'est folklorique. Alors, on arrive au terme de cette rencontre. Donc, nous avons 20 places en partenariat avec France Bleu à vous offrir. Si cela vous intéresse, les 20 premières personnes pourront, à côté du stand du libraire, dans l'entrée de l'opéra, récupérer ces places. David, j'ai juste dit un mot tout à l'heure sur les livres d'enfants. Vous venez de publier Le petit garçon qui disait toujours non. C'est pas vous, ça, vous n'avez pas été un petit garçon qui disait toujours non, j'imagine. Non, et d'ailleurs, non, mon fils non plus, mais c'est une histoire que je lui racontais, et donc je trouvais ça mignon C'est mignon. C'est une histoire que je lui racontais quand il était petit, de le publier. Puis j'ai eu la chance d'avoir Soledad Bravi qui fait des très beaux dessins dans Elle. Et puis il va en avoir bientôt un deuxième. Très joli petit livre. Hier, dans le journal du dimanche, je voyais encore un grand papier sur les souvenirs avec... une publicité. Une publicité, mais avec les mots de Pivot, les mots de Marianne Payot dans l'Express, du Point, Fuenquinoa son meilleur, ça je pense aussi, son roman le plus autobiographique et le plus abouti. Pivot dit de la fantaisie, de l'humour, de la tendresse, des digressions plaisantes jusque dans le récit de ce qui nous serre le cœur, infiniment touchant, dit Claire Chazal. Vous avez fait l'unanimité sur ce livre, sur les souvenirs, que je vous conseille de lire, parce que c'est un très beau livre sur le lien entre les générations, sur la tendresse et sur la transmission. Vous le voyez au cinéma, vous l'imaginez, ce livre-là ? C'est possible, il y a des scènes qu'on n'a pas racontées qui sont très cinématographiques, avec ce qui se passe avec la grand-mère. Non, j'ai eu des propositions, oui, effectivement, mais non, de le réaliser moi, non, il en est hors de question. D'abord parce que je pourrais pas repartir dans un projet de film.
C'est comme si vous me demandiez si j'avais faim en sortant du restaurant. Et... J'espère qu'à Nancy, ça ne vous arrive pas. Pas mal. N'est-ce pas? Pas mal, je vois que vous lâchez rien. Hein. Et puis, non, je veux pas du tout être désobligeant, mais il y a des sujets, voilà, on a envie. Moi, j'ai vécu beaucoup de temps dans les maisons de retraite, par exemple, à accompagner mes grands-parents. Je n'aurais pas envie de passer du temps à filmer. Non, je crois que mon prochain film, ça se passera avec des jolies filles au bord de la plage, quoi. Des jolies filles qui lisent la délicatesse. Alors, je vais vous soumettre, comme chaque invité, au questionnaire de Pivot. Je voudrais quand même que l'écriture est le dernier mot de cette rencontre, c'est normal. Et en conclusion justement des souvenirs, vous racontez un de vos souvenirs et vous dites « Je me souviens du jour où quelque chose s'est débloqué en moi. C'était comme si j'avais accumulé la mélancolie nécessaire à l'écriture. » Pour vous, il faut de la mélancolie pour écrire? Oui. Oui, vraiment, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut, mais ce n'est pas triste, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il faut, je pense qu'il faut accumuler une dose d'amertume, pas d'amertume, mais d'incapacité parfois à être, oh ben je sais pas. Finalement, voilà, je sèche sur la dernière question, j'ai été tellement brillant jusqu'ici, oui. Et il fallait, parce qu'après, voilà. Alors, je vais vous confier David Fuenquinos pour une longue séance de dédicace. Je pense que l'encre, là, n'aura pas le temps de sécher. Avant de vous soumettre au questionnaire de Pivot, je voudrais vous dire que nous nous retrouvons lundi 30 janvier, si vous le voulez bien, avec un autre très bel écrivain que vous aimez beaucoup aussi. Très grand écrivain. C'est Emmanuel Carrère. Donc lundi 30 janvier, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2012 avec beaucoup de belles lectures. Et David, votre mot préféré? Oui, alors non, je vous conseille vraiment de venir pour Emmanuel Carrère. Hein. C'est quelqu'un de... Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un que j'admire et... C'est vrai, ça me fait très plaisir qu'il vienne parce qu'il ne vient pas dans les salons, il est charmant. Je voulais juste passer un petit message avant. Personnel. Oui, je ne sais pas si Dany Martin est là dans la salle. Ah, bah je vous voyais pas parce que j'ai la lumière. Bon, alors voilà, parce que je sais pas si on a le temps de se voir, mais avec Pépé, je vous ai mis 2 invitations pour ce soir pour le film, mais je vais pas dire votre nom parce que tout le monde va aller les prendre sinon. Si vous voulez venir au film. Mais on va se voir après, mais bon, je vous voyais pas, là. Plus de messages personnels? Alors, si, allez-y. Je cherche un appartement à Nancy. Place Stanislas? Oui. Bah oui. Oui, avec vue sur le son et lumière, là, c'est bien. Votre mot préféré? Alors ça, c'est très difficile parce que je pourrais changer tous les jours de mot préféré. Celui d'aujourd'hui. Et heureusement, mais je crois que ça serait le mot suisse. Encore? Je sais pas. Je trouve ça excitant et en même temps, on peut tout mettre dans la Suisse, je trouve. Ça me plaît bien, moi. Je me sens bien. Et le mot que vous détestez? J'aime pas le mot bilan. Je sais pas, ça m'angoisse parce qu'il faut faire un bilan sanguin, un bilan comptable. Et j'aime bien l'idée qu'on soit pas dans la capacité parfois d'être capable de faire le bilan. J'espère quand même que vous trouverez le bilan de cette journée positif. Bon, pas mal. Votre drogue favorite? Ma drogue favorite, c'est la soupe. Ah oui. Ah bah oui, bah si vous allez recevoir Bec Dédé, c'est sûr que ça sera plus marrant, mais bon, non, moi c'est la soupe. La soupe, la Suisse, la vieillesse, ça commence à être... Vous avez une recette de soupe à nous donner? Ah, les recettes de soupe, bah là j'ai essayé j'ai intronisé le cumin dans ma vie, et maintenant je mets un peu de cumin dans mes soupes de légumes, et je peux vous dire que ça a son charme. Le son, le bruit que vous aimez? En ce moment, j'aime bien les rires dans la salle.
Quand je vois non, non, pas, non. Ah oui, bah du coup, oui, non, mais là aussi, mais quand j'écris des livres, voilà, qui sont parfois drôles, mais je peux pas être derrière les lecteurs pour voir s'ils sont en train de rire. Mais là, le film, on a fait de grandes salles, il y a des moments très drôles, et quand vous avez écrit et réalisé un film et que vous voyez, vous entendez toute la salle rire, c'est super, quoi, vraiment. C'est très fort. J'ai oublié de dire quelque chose sur la délicatesse, et comme vous êtes extrêmement modeste, vous ne le direz pas vous-même, c'est les palmes que le film a déjà reçues de la Gaumont, Kinépolis, de toutes les... Oui, il a eu c'est incroyable parce qu'il Comme il n'y a qu'un touchable voilà. qui a fait la même chose, il faut le dire quand même. Oui, moi je pense qu'on va faire le même nombre d'entrées, on est bien parti là. Déjà une salle. Non, mais c'est vrai le film a reçu le coup de cœur Gaumont-Pâté, le label UGC-M et le label Kinépolis. Et ça arrive très rarement. Le seul film cette année, effectivement, c'était Intouchable. Et sinon, c'était pas arrivé depuis La Tête en friche. Donc ça fait quand même 3 ans. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que le film va marcher, mais c'est réconfortant. Ça fait plaisir déjà. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour nous. Derrière ça, dites-nous quand même votre juron, gros mot ou blasphème favori. Ben, vous savez, moi je suis très poli, très pudique. Là, je serais très gêné de dire un blasphème surtout à l'opéra, comme ça. Ben, je dirais, ça me saoule, mais ça va, c'est gentil. Vous parlez de BD, donc le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Il y a plein de métiers que j'aurais pas aimé faire, mais je pense que vraiment, je crois que c'est chauffeur de taxi. Parce que je déteste conduire, je hais la voiture, et je ne sais pas comment font les chauffeurs de taxi, très honnêtement, pour passer 8 heures par jour dans une voiture, dans les embouteillages. Mais ils lisent en attendant, certaines fois. Non, ils écoutent RTL. Et la dernière question, et vous êtes libre après, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? J'aimerais bien qu'ils me disent... Ah, c'est pas trop tôt quand même, vous êtes très résistant, vous. David, merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci François. Merci. Ça se passe là-bas? Voilà, elle va vous chercher. Comme ça, vous allez... Ah, d'accord. Bon, ben, je vais là-bas. À tout à l'heure.